J'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte, le moment venu, de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant le Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Fin de citation. Général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Message à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, 18 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la série d'entretiens avec les membres du gouvernement, nous recevons ce soir la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de votre bilan à la tête du ministère de l'Énergie au cours de cet entretien. Un ministère qui est et qui reste sous les feux de l'actualité tellement la question de l'énergie au Niger reste une préoccupation de nos concitoyens et à laquelle il faut trouver une solution. Et pour entamer cet entretien, cette première question, Madame la ministre, le problème d'énergie au Niger se pose avec acuité et ce, depuis plusieurs années. L'énergie, comme nous le savons tous, a d'ailleurs malheureusement été utilisée comme une arme par la CEDEAO contre nos populations qui certes ont fait preuve de beaucoup de dignité et de résilience, mais ont tout de même beaucoup souffert de cette situation. Alors, question, Madame la ministre, pouvez-vous nous dire très brièvement dans quel état se trouve le secteur de l'énergie avant les événements du 26 juillet 2023 qui a certainement été aggravé par les sanctions que je viens d'évoquer. Ensuite, depuis votre nomination à la tête de votre département ministériel, qu'avez-vous fait pour améliorer la situation? Merci beaucoup, Monsieur Kimago. Et je voudrais d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, paix et salut sur son prophète, de m'avoir donné l'opportunité d'avoir la charge du secteur énergétique. J'exprime aussi ma profonde gratitude pour l'honneur et le respect placé à ma modeste personne par le président du CNSP, Son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État. Et pour concrétiser sa vision de souveraineté nationale, qui ne pourrait se faire sans fournir de l'énergie aux différentes composantes vitales de la nation. Je profite également de votre tribune pour rendre hommage au Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen. Je salue également la parfaite harmonie et l'esprit d'équipe qui ont toujours animé mes collègues dans le cœur de l'action gouvernementale. Je voudrais également vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de présenter le bilan du secteur énergétique. Je tiens à préciser que mon département ministériel couvre non seulement l'énergie électrique dont vous faites allusion, mais aussi les énergies de cuisson propre. Et je voudrais vous rappeler que le système électrique de notre pays est subdivisé en 4 zones électriques non interconnectées. Il y a 2 zones qui sont interconnectées au réseau nigérien. Donc, à ces zones s'ajoutent des réseaux isolés, dispersés un peu partout dans différentes localités de notre région. Donc, pour revenir à votre question, je veux faire plutôt la situation du secteur énergétique avant les événements. Sur le volet du système électrique, je vous ai parlé de 4 zones non interconnectées. La zone la plus importante, c'est la zone fleuve, qui regroupe la région de Niamey, Dosso et Tillabéri. C'est une zone qui est alimentée par l'interconnexion Birni-Kébi-Niamey d'une capacité de
80 MW. Dans cette zone, nous avons l'installation du promoteur privé, Stitmart, d'une capacité de 80 MW. Mais à ce moment, 48 MW étaient seulement disponibles. Ensuite, la capacité installée à Gorubanda était de 80 MW. Là également, il y a 54 MW de disponibles. Exactement. Cette zone représente à elle seule 70% de la consommation de la demande nationale de l'énergie. Nous avons la deuxième zone importante, c'est la zone centre-est, composée de la région de Tawa, Maradi et Zender. Elle est alimentée par l'interconnexion Katsina-Gazawa d'une puissance de 60 MW. Dans cette zone, nous avons le même promoteur qui s'est installé avec 22 MW dans la région de Zender, mais 20 MW étaient seulement disponibles. Les capacités propres de la Nigélec donnent à peu près 27 MW dans cette zone, mais 19 MW étaient disponibles. Et cette zone représente 20% de la demande énergétique nationale. Donc nous avons la zone nord qui est la région d'Agadez. Elle est alimentée par la Sonéchar, dont nous avons une puissance nominale de 36,6 MW installée, mais seulement 20 MW étaient disponibles également pendant ces périodes. Et la capacité propre de la Nigélec dans cette zone est de 2,4 MW et 1,2 MW étaient disponibles. Donc cette zone représente 5% de la couverture de la demande nationale. Nous avons la dernière zone, c'est la zone Est, la région de Difa. Là, elle est alimentée uniquement par les unités propres de la Nigélec, d'une capacité installée de 15,78 MW, dont seulement 5,45 étaient disponibles. Cette zone représente 2% de la demande énergétique. En résumé, vous remarquerez que les deux zones interconnectées représentent à elles seules 90% de la demande énergétique. Et on remarque que l'approvisionnement national en énergie électrique dépend fortement de l'importation, près de 71% du Nigeria. Importation, 71%. Donc, les deux zones non interconnectées ne demandent pas beaucoup de capacité. En réalité, 5 et 2%. Donc, vraiment, les deux grandes zones importantes, c'est la zone fleuve et la zone centre-est. Donc, le système électrique est aussi accompagné par des projets. Le projet Aske, Rana, pour ne citer que cela, dont l'objectif, c'est d'améliorer l'accès à l'électricité, mais aussi améliorer l'offre de l'énergie électrique. Dans le monde rural. Que ce soit dans le monde rural, mais aussi le milieu urbain. C'est l'accès national, d'une manière générale. À peu près, c'est le résumé sur le système électrique. Maintenant, quand nous prenons l'énergie de cuisson propre, on n'a pas beaucoup porté d'importance sur cette énergie qui pourtant représente un point fondamental pour le développement durable. Il faut noter que la consommation énergétique de nos ménages est assurée par 90% de la biomasse. Donc, vous imaginez le dégât que ça peut provoquer, la déforestation, la dégradation de couvert végétal. Donc, à peu près en résumé, c'est l'état de lieu du secteur énergétique avant les événements. Maintenant, après les événements, le pays a fait face à des sanctions. Tout à fait. Donc, une des sanctions, c'est la rupture de la fourniture électrique. Et ce qui est accompagné, bien sûr, par des conséquences socio-économiques et particulièrement des conséquences sanitaires. Et nos projets étaient également impactés par le départ de nos partenaires techniques et financiers. Les décaissements étaient suspendus. Nous avons l'approvisionnement national électrique a été fortement impacté, avec un déficit de près de 30% dans la zone fleuve, 50% dans la zone centre-est. Et il y a lieu de remercier la population nigérienne. Ah oui, qui a été résiliente. Qui a été résiliente, patiente et vraiment un sens de patriotisme élevé
C'est la première fois, hein, on a vu les populations ne se plaignent pas des coupures d'électricité pendant cette période. Exactement, Voilà. Vraiment un sens de patriotisme. Situation totalement assumée. Situation assumée et situation catastrophique également. Mais mon département ministériel, grâce à l'appui des plus hautes autorités, au premier rang duquel son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tchani, chef de l'État, le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, a pu mettre et identifier des mesures d'urgence pour continuer le service public de l'énergie électrique. Et parmi ces mesures, on peut prendre juste quelques exemples. Hein. Mesures phares. Hein. Juste les mesures phares, si vous voulez, c'est l'approvisionnement continu en combustible et en quantité de nos moyens de production nationale. Les moyens de production nationale, c'était les moyens propres de la Nigélec. Si vous regardez un peu le descriptif que j'ai fait, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de capacité. Il fallait les maintenir en état de fonctionnement optimal. Et également, pour le producteur privé, Stitmar, il fallait également le maintenir en état. Donc, l'approvisionnement du combustible était nécessaire. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis aux producteurs privés, Stitmar, de passer de 48 MW à 72 MW, parce que nous avons le combustible. Je pense que l'idée ingénieuse, il faut saluer l'idée ingénieuse d'avoir installé la raffinerie de Zender, tout à fait. qui a servi non seulement aux populations nigériennes, mais aussi a servi au pays de l'AES pendant ces périodes. Une des mesures phares également, de mesures de sécurité, c'est la diversification des sources d'approvisionnement en intrants pour le maintien de nos unités en fonctionnement optimal. Parce que vous savez que les frontières étaient fermées. Ah oui, il fallait trouver des entrants, je parle bien sûr des pièces de rechange, de lubrifiants pour nos unités de production. Donc, ça a été possible également. Donc, ce qui a permis, en fait, au secteur de continuer la desserte avec tous ces délestages. Et je voudrais exprimer mon témoignage de satisfaction aux acteurs des services publics de l'énergie, la Nigélec, Stitmart, mais aussi la Sonidep, qui ont fourni tous les efforts nécessaires pour maintenir la desserte. La production. Exactement. Les mesures, qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré non seulement le maintien de nos productions à fonction optimale, mais aussi l'acquisition de certaines capacités qu'on a pu installer dans certaines zones, dont la zone centre-est a eu quand même 6 MW des groupes de l'université islamique. Donc ces mesures ont permis quand même de maintenir le service public pour un premier temps. On le voit, la raffinerie a joué un rôle capital dans le maintien de la production d'électricité au Niger pendant cette période de crise. Madame la ministre, pouvez-vous nous décliner les grands axes de la politique énergétique du Niger et quelles sont les adaptations que vous envisagez pour plus d'efficacité en tenant compte du contexte que nous connaissons? Mon département ministériel a élaboré plusieurs tests programmatifs, dont je peux citer juste quelques-uns. Le document de politique nationale d'électricité qui s'articule sur 4 grands axes. L'électrification du territoire national, le développement de la production de l'énergie électrique en valorisant nos ressources naturelles, la promotion du secteur privé. Il y a aussi l'adaptation et le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel. Ce qui a d'ailleurs permis à créer déjà un environnement favorable aux investissements. D'ailleurs, c'est ce qui a permis l'installation des premières capacités dans le cadre privé, partenariat public-privé, le Stitmart. Donc, nous avons également, en dehors de ce document, la stratégie d'accès national à l'électricité, dont l'objectif est d'atteindre à l'horizon 2035 80% d'accès à l'électricité. Cette stratégie a été appuyée par un plan directeur d'accès à l'électricité. Cette action a permis de mobiliser des ressources à travers les projets. C'est la stratégie qui a fait en sorte qu'on a mobilisé des ressources à travers des projets
que je viens de citer, les projets ASKE, le projet RANA, pour améliorer l'accès à l'électricité, pour également améliorer l'offre de l'énergie électrique, si vous voulez tout simplement l'énergie de façon globale, l'électricité, mais aussi l'énergie à cuisson propre. Donc, les adaptations que je vise à travers cette politique coïncident ou bien vont de pair avec les objectifs visés par le compact énergétique. On dira que ce compact énergétique, nous l'avons défendu lors du sommet des États africains à Tanzanie, qui vise 3 axes. D'abord, le développement des infrastructures de production, de transport, pour passer de 317 MW à 1500 MW horizon 2035. Le deuxième point, c'est électrifier près de 3 millions de ménages. Horizon 2030, bien sûr, par extension des réseaux. Le déploiement des mini-réseaux, mais aussi les kits individuels, la distribution des kits individuels. Donc, voilà un peu les 3 objectifs visés par le compact. La politique que j'essaie d'adapter également à la politique dont nous en avons parlé. Comment définir aujourd'hui un modèle de transition énergétique qui corresponde aux réalités, atouts et enjeux de souveraineté et de développement du Niger, et comment mettre en œuvre un programme de renforcement de la production de l'énergie électrique en valorisant les sources disponibles et accessibles dans notre pays? Notre pays dispose d'un fort potentiel de ressources riches et variées. Et si on essaie de le mettre en valeur, ça peut satisfaire nos besoins énergétiques et même faire de notre pays un exportateur net du marché électrique. Ah oui? Parmi ces ressources, on peut citer l'uranium. L'uranium. Avec une très grande quantité, estimée de plus de 400 000 à 500 000 tonnes. Nous pouvons parler du charbon minéral, de la zone d'Agadez, dans la zone de Tawa, et même voir vers Filengue. Donc une quantité inestimable. Nous avons le soleil et le vent, l'éolien pour installer des parcs éoliens. Donc toutes les conditions en réalité sont réunies pour une souveraineté énergétique. Donc la transition énergétique passe par une valorisation de nos ressources nationales. Principalement, on va parler de ressources renouvelables dans un mix énergétique optimal. Donc, les investissements publics et privés qui viendront seront dirigés vers cette source renouvelable afin d'atteindre 30% de mix énergétique d'horizon 2030. Et d'ailleurs, mon département ministériel a élaboré un plan de production à moindre coût axé sur les énergies renouvelables. Nous avons également en cours la réalisation d'un atlas sur les énergies renouvelables, ce qui permettra de connaître le potentiel de chaque région et de le promouvoir. Mais l'approche nouvelle de notre secteur, c'est de valoriser toutes nos ressources, que ce soit du charbon, que ce soit de l'énergie fossile, que ce soit de l'énergie renouvelable ou même nucléaire. Toutes ces énergies sont disponibles et qu'on peut les exploiter pour atteindre une souveraineté énergétique conformément à l'aspiration légitime du peuple nigérien. C'est au professeur maintenant que je pose la question. Comment on peut disposer de cet uranium pendant des années et que personne n'a pensé à l'énergie nucléaire, à l'énergie nucléaire, à construire une centrale, une petite centrale, parce que civile, hein? Pour qu'est-ce qui se passe, professeur? C'est un investissement politique et économique. Et donc, votre réponse y est. D'accord. Politique et économique. Voilà. Donc voilà la réponse que je vous. Madame la ministre, quel est à la date d'aujourd'hui le niveau de la couverture de l'énergie électrique sur l'ensemble du pays? Et dites-nous quel a été, à titre de comparaison, l'existant avant les événements du 26 juillet et qu'avez-vous faire pour que la situation s'améliore? Vous l'avez évoqué dans la première question. Comme je l'ai dit, vous parlez de l'électricité, moi je parle de l'énergie. De l'énergie. Donc, qui couvre l'électrique et aussi les énergies à cuisson propre. Donc,
En gros, je vais élargir un peu votre question. Je vais d'abord vous rappeler, conformément aux aspirations des plus hautes autorités, le ministère a eu une feuille de route dont le premier point, c'est le développement de la production électrique à travers nos ressources naturelles. Le deuxième point, c'est de définir un modèle de transition énergétique. Et le troisième point, c'est mettre un cadre approprié de mesure des résultats et d'appréciation des performances des actions mises. Donc, conformément à cette lettre de mission, mon ministère a mis un plan d'action sur une période de 3 ans, de 2024, un plan d'action 2024-2027. Le plan d'action s'articule au niveau de 3 points. D'abord, l'administration et pilotage du secteur. Le deuxième point, c'est l'amélioration de l'offre de l'électricité. Le troisième point, c'est amélioration de l'offre des services énergétiques. Donc, je veux faire point par point au niveau de ces 3 volets. Si nous prenons le premier volet, administration et pilotage du secteur énergétique, le ministère a élaboré plusieurs actions, dont notamment je vous ai parlé du plan de production à moindre coût. C'est un document stratégique qui nous permet de mesurer selon les énergies lequel est le moins cher. Donc, c'est tout un programme qui va être adapté en 2025. Ensuite, nous avons une étude tarifaire sur la période 2024-2027 pour assurer l'équilibre financier de la Nigélec. Nous sommes en train de réviser le code d'électricité. Nous avons évalué la stratégie nationale d'accès à l'électricité. Et suite à cette étude, il y a nécessité de réviser cette stratégie pour l'adapter aux nouvelles orientations politiques. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'on a eu à faire dans ce volet. Lorsqu'on prend l'amélioration de l'offre d'électricité, et je prends accès à l'électricité. L'accès à l'électricité, il vous souviendra l'inauguration de la centrale d'une puissance de 20 MW, la centrale de Sa Majesté. Tout récemment, là. Tout récemment, oui, tout à fait. en décembre, d'une capacité, Le roi du Maroc. oui, d'une capacité de 20 MW. Et nous avons également l'installation de la centrale solaire, 30 MW. En fait, cette centrale, j'ai oublié de le mentionner dans les mesures d'urgence, que cette centrale, les travaux ont été finalisés. Nos partenaires techniques nous ont laissés et il reste quelques expatriés qui nous ont, et par l'appui des techniciens de la Nigélec, on a pu finaliser les 30 MW. D'accord. Donc, ce qui a permis à ce temps, au Gorubanda, d'aller 54 MW à 80 MW la journée. Aujourd'hui. Non, juste après les mesures d'urgence. D'accord. Donc, je suis en train de faire le point sur l'accès à l'électricité. Donc, nous avons la centrale marocaine, la centrale, on l'appelle la centrale Sa Majesté Mohamed VI. Nous avons les 30 MW de la centrale solaire qui a été installée. Nous avons également installé quelques capacités dans les régions de Difa. Nous avons en vue l'installation de 30 MW au niveau de Goudel, dont la mise en service est prévue fin du 2e trimestre. Donc, il vous souviendra que j'ai dit également on est passé de 48 MW à 72 MW au niveau de CESMAC, soit un surplus de 26 MW. Et là également, au niveau de Gorubanda, le 5e groupe, les premiers essais ont commencé le 10 février 2025. Donc, c'est un surplus. Donc, pour résumer, en fait, la capacité supplémentaire installée est de l'ordre de 105 MW sur le plan national. Okay. Donc, maintenant, au niveau des lignes, des transports, parce que l'accès à l'électricité, c'est aussi... il faut des lignes. Il faut des lignes. Tout à fait. Nous avons le projet WAP. Le projet WAP, dont la ligne traverse notre pays sur 420 km. Ce projet est en cours et je pense que j'ai d'ailleurs fait une visite de travail. Et
la mise en fonction est prévue fin 2025. Et c'est un projet qui contient 432 villages à électrifier. 76 ont déjà été électrifiés. Et un projet également qui est accompagné par une distribution de plus de 5000 kits de foyers améliorés. Donc, pour ne citer que cela, mais nous sommes en train encore de construire des lignes pour relier la zone centre-est à la zone fleuve pour une meilleure desserte. Et également, maintenant, sur le dernier volet, c'est l'accès aux services énergétiques. L'accès aux services énergétiques, nous avons fait un branchement de plus de 25 000. Également de ménages. C'est vrai qu'on a 40 000 qui est encore en instance. Nous avons l'installation de plus de 340 transformateurs pour accroître les capacités de distribution de l'énergie électrique. Ça, c'est que quelques exemples. Je peux continuer. Bon, maintenant, sur le volet énergie qui sont propres. Donc, sur ce volet, nous avons fait des distributions en dons et en vente promotionnelle de plus de 27 000 kits de cuisson, gaz et charbon minéral. Nous avons procédé à la vulgarisation du charbon minéral par des campagnes de sensibilisation. Nous avons eu à installer 21 plateformes multifonctionnelles qui permettent à plus de 42 000 personnes dans le monde rural d'avoir accès à l'énergie grâce à la force motrice. Et 73 centres intégrés dans le monde rural a été solarisés. Et nous avons solarisé 4 centres de santé dans la communauté urbaine de Niamey. Pour ne citer que ces petits résultats. Donc voilà un tout petit peu les petites réalisations que nous avons pu effectuer au cours de l'année 2024. Madame la ministre, je profite parce que vous êtes quand même en face de nous pour poser cette question parce qu'il y a un véritable débat autour de Gorubanda, vous le savez, parce que depuis l'installation de Gorubanda, beaucoup ont critiqué en tout cas cette centrale où ils pensent que ce n'était pas nécessaire et que ça consomme énormément d'énergie. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que ministre de l'énergie? Gorubanda a été une ou mauvaise chose aujourd'hui? Au vu des événements, quand même, c'est une bonne chose. D'accord. C'est comme la raffinerie, je l'ai dit. Oui. Et pour la rentabilité? Et la rentabilité, actuellement, il faut le revoir parce que c'est quand même du combustible qu'on est en train de... C'est énorme. Et c'est énorme. Voilà. C'est pourquoi on veut également, je pense que j'ai donné également la solution de 30% de mix énergétique à apporter à l'horizon 2030. Ça peut compenser. Madame la ministre, dans quelques semaines, il faut le dire, nous allons affronter la forte canicule saisonnière des mois d'avril et mai. Quelles sont les dispositions prises par votre département ministériel pour y faire face? C'est dans quelques semaines. Oui, le mois de mars, le mois d'avril et mai sont des mois redoutés pour la consommation énergétique. Une forte demande. C'est vraiment la période défavorable pour nos unités de production parce qu'il faut les mettre en fonctionnement optimal. Et surtout que actuellement, l'interconnexion Nigeria nous donne pour la zone fleuve 46 MW. 46. Alors que je vous ai parlé de 80 MW avant les événements. Oui, bien sûr, avant les événements. Et sur la zone fleuve, 56 au lieu de 60. C'est pourquoi les acteurs du secteur sont en train de mettre des stratégies pour pouvoir assurer l'approvisionnement continu. Et une des premières stratégies, c'est de faire le point des puissances installées, disponibles, et comparer à la pointe pour en déduire la couverture. Si je prends la zone fleuve, la pointe estimée est de 270 MW. Pendant cette période. Pour une puissance disponible de 235, soit un taux de couverture de 88%. Et nous pensons que si nos projets arrivent à se réaliser dans le délai prévu, notamment je parle des 30 MW de la centrale diesel de 30 MW
qui doivent être installés à Goudel, je pense que la D7 serait améliorée. Nous avons également 5 MW que nous sommes en train d'installer, dont les travaux de génie civil sont en cours à Dosso, 5 MW, que j'ai oublié de mentionner également au niveau du volet amélioration de l'offre électrique. 5 MW sont en cours. Nous pensons que si nous arrivons à avoir ces capacités, en tout cas la D7 serait améliorée. Madame, le temps presse, hein, parce que le mois de mars-avril, c'est bientôt. Oui. Ça urge. Monsieur Kimogo, oui, voilà. Quand même, il y a eu une amélioration. Ça, on est d'accord. Donc voilà. Mais on veut encore un peu plus. Bon, on s'y attelle et nous aussi, on le veut encore beaucoup plus. D'accord. Donc, si on prend la zone centre-est, et là, l'estimation de la pointe est de 89 MW pour une puissance disponible de 93 MW. Donc, je n'ai pas besoin de le repartir. Donc, la couverture dans cette zone est presque 100%. Mais cette alimentation peut être affectée en cas d'indisponibilité de l'interconnexion. Ah, oui. Donc l'alimentation peut être perturbée. Mais je peux assurer la population que nous sommes en construction de la ligne Badi-Bichri-Ilela pour avoir l'accès de 15 MW de la société de cimenterie bien sûr. de Malbaza. Donc ça peut améliorer l'offre. Ensuite, dans la zone nord, je vous ai précisé dans les mesures d'urgence, la Sonichar, on est passé quand même de 20 à 26 MW. Les tranches de la Sonichar, une durée de vie de 25 ans, mais qui ont tenu quand même, 42 ans. Donc il y a lieu quand même de saluer les techniciens qui sont tout. Bien sûr. Donc cette zone, la pointe est estimée à 37,26 MW. Nous avons une puissance disponible de 31,8 MW. Donc une couverture de 83. Le gap n'est pas important. Le gap n'est pas aussi important. Et bien sûr, on va prier que la Sonichar tient. Donc la zone est... La Sonichar, elle est vétuste aujourd'hui, madame. Oui, bien sûr. Je ne peux pas trop compter, je pense, que sur la Sonichar, parce que c'est quand même vieux. Hein? Oui, nous sommes en train de voir d'autres projets, à réaliser d'autres projets. Nous avons le projet hybride, la centrale hybride d'Agadez. D'accord. Oui. Il y a aussi la Soraz, puisque la Soraz, comme on a pu visiter, il y a même eu les lignes de transport qui sont encore là, mais qui ne servent à rien, puisque c'est des milliards qui ont été injectés, mais dont on n'en profite pas. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Au niveau de la Soraz, c'est vrai qu'il y a un surplus également d'électricité. Qu'on peut utiliser. Qu'on peut utiliser. Donc, avant que moi je prenne les rênes du secteur, je pense qu'il y a eu des négociations qui n'ont pas abouti. Ah oui. Oui. Moi, je n'ai pas encore relancé, mais lors de mes visites sur terrain... On est à l'heure de la souveraineté, hein? Non, le problème ne doit pas se poser aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. C'est dans nos perspectives. D'accord. Pour la zone Est, la pointe est estimée à 6 MW. Et nous avons de disponibles 5,1. Donc là également, la couverture est satisfaisante, de l'ordre de 89 MW. Donc à peu près, c'est ça les couvertures des différentes zones. Et je pense qu'on va toujours compter sur le patriotisme du peuple, tout en mettant en tout cas tous nos moyens pour œuvrer et pour que l'approvisionnement soit continu et que ça soit amélioré dans toutes les zones. Quels sont les grands projets structurants en vue au niveau de votre ministère pour régler de manière définitive le problème de manque de courant électrique et pour avoir une véritable capacité énergétique à même de booster notre développement économique et social? Un des plus grands projets structurants, c'est le projet du charbonnier Salkadama. Qui peine à démarrer, hein, là aussi. Mais si, on parle de Salkadama depuis, mais ça peine à démarrer. Oui, mais quand même, je vous expose. C'est un projet qui, initialement, a 4 composantes. Et la première composante, c'est d'abord une mine de charbon à ciel ouvert. Ensuite, la centrale de puissance nominale de 600 MW en plusieurs tranches extensibles. Et nous avons des lignes de transport et transformation.
Donc ça, c'est la troisième composante. La quatrième composante, c'est une usine de briquettes de charbon. Cette composante est carrément indépendante des trois autres composantes. La dernière composante, l'usine de briquettes de charbon, la compagnie minière d'énergie électrique, Semen, qui a en charge ce projet, et en partenariat avec CBM pour réaliser cette partie. Des études de faisabilité ont été déjà faites et maintenant il reste la mise en œuvre. Maintenant pour les trois autres composantes, surtout la partie qui certainement vous intéresse beaucoup plus, la partie électrique. Oui, voilà. Là également, nous sommes toujours Semen et en partenariat avec un groupe sino-nigérien, Wanda Group Jime. Et nous avons signé un mémorandum d'entente entre l'État du Niger et le groupe, et ce groupement. Et les études de faisabilité vont commencer vers fin février. C'est le projet phare du ministère. Ouais. Salkadama. Salkadama. D'accord. Qui verra enfin le jour. Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Donc, je peux parler d'autres projets aussi qui sont en cours. Nous avons le projet 150 MW de Bangoula. L'étude de faisabilité est faite. Le ministère est en train de chercher des financements. Je peux parler du projet NOEX de 90 MW dans la région de Dosso par un promoteur privé qui est également en cours. Nous avons des promoteurs privés comme NEP de 200 MW et centrale solaire. Nous avons le projet Tarka. Des études de faisabilité et sont en cours. Ouais. Et je précise avant votre question que des études de faisabilité, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps, les projets énergétiques. Tout à fait. Donc, il va falloir prendre vraiment beaucoup de patience. On va vers la libération de ces secteurs-là. Comment la libéralisation? Nous avons... C'est des producteurs... C'est la Nigélec qui a le monopole de la production d'électricité encore au Niger. Oui, mais nos tests réglementaires ont permis l'installation des capacités privées, comme les Smart. En fait, c'est des producteurs privés qui sont en partenariat public-privé et qui vendent cette production à la Nigélec, qui assure la distribution, le transport et la distribution. D'accord. Madame la ministre. Oui. Et l'autre question, parce que ce que vous venez, ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'à tout moment, nous, quand on a la chance souvent d'inviter les gens du secteur, on nous parle de projets, on veut faire ceci, on veut faire cela, tellement que les gens ils se posent des questions, mais quand est-ce qu'on va tout réaliser? Parce que ce que vous avez cité, c'est toujours des projets. Oui. On va faire ceci, on va faire cela. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ça qui intéresse les gens. Tout le temps, on dit on a des projets, il y a tel projet. Mais, et la réalité de ces projets, ça va arriver quand? Mais voilà. Il faut passer par des études de faisabilité. D'accord. Mais ça traîne. Non. Parce que ces projets dont vous avez cité, je me rappelle, beaucoup de débats qu'on a eu à faire, les gens ont cité ces mêmes projets qui jusqu'ici, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est ça aussi la vérité. Mais c'est pourquoi je dis, nous avons besoin d'un vrai investissement politique et économique. D'accord. Le secteur énergétique, produit de l'énergie, ça demande quand même un budget colossal. Oui, mais les partenaires sont là, ils sont prêts à accompagner. Mais donnez-nous un peu de temps, mettez-nous un peu à l'épreuve, on verra avec le temps. D'accord. Comment ça va s'évoluer. Merci. Oui. On va poursuivre, Madame la ministre. On ne peut pas parler aujourd'hui de l'énergie au Niger sans évoquer la Nigélec et l'ONASOL. Donc, pouvez-vous nous dire la situation de ces deux structures importantes de l'État et leur contribution dans la politique énergétique du Niger? Parce que la Nigélec aussi, les gens en parlent beaucoup. C'est que l'électricité est chère ici, c'est là. Il y a tant de choses sur la Nigélec. Ce n'est pas les seuls acteurs. Ça, c'est étatique, c'est ce qu'on connaît. Ça appartient à l'État. Il y a d'autres structures Lesquelles? Que je vais vous énumérer. Par exemple, la Nigélec produit, transporte et distribue. Il est accompagné par des projets pour améliorer l'accès à l'énergie tout court. Donc, et nous avons également la Sonichar qui produit de l'électricité. Nous avons Semen, la compagnie minière qui est en charge du projet de Salkadamna. Nous avons la SNCC qui vulgarise le charbon d'Anouararem, le charbon carbonisé. Et ça rentre dans l'énergie des cuissons propres. Nous avons Controlec, qui est chargé de contrôler toutes les installations électriques. Nous avons également Ampère, qui est chargé de l'électrification rurale. Nous avons l'Anersol, qui fait la promotion de l'énergie solaire. Donc,
nous avons le barrage de Kandaji où il y a le volet central, la centrale hydroélectrique de 130 MW avec des lignes de transport. Qui tarde à être finalisé là aussi, hein, le barrage de Kandaji. Bon, en tout cas, les lignes sont presque à terme. Et je pense que vous avez suivi les informations. Il y a plusieurs actions, en tout cas, qui sont en train d'être prises pour avancer dans ce projet. Nous avons la ANEA pour la promotion de l'énergie nucléaire. Vous voyez, le rôle du ministère, c'est de coordonner et de maintenir une synergie entre ces acteurs pour atteindre la souveraineté énergétique en valorisant nos ressources et à mettre à disposition et améliorer l'accès à l'électricité et les moyens qui sont propres. Madame la ministre, nous sommes en mode souveraineté, hein, et on a constaté que l'installation et la mise en service et la maintenance des centrales électriques, de groupes et autres matériels d'électricité ont révélé la nécessité pour le Niger de disposer des compétences nationales suffisantes en la matière. Avez-vous un programme de formation ou de recrutement de personnel qualifié pour combler ces déficits d'expertise? Il faudrait rappeler que les sanctions imposées à notre pays a fait ressortir non seulement le besoin de produire de l'énergie, mais aussi de faire ressortir un besoin sur la ressource humaine. Une ressource humaine capable, fiable si vous voulez, compétent, capable d'installer et d'exploiter tout type d'infrastructure énergétique. Généralement, quand vous regardez dans ce secteur, les études, les constructions d'infrastructures électriques sont faites par des entreprises et firmes étrangères. Oui, par l'expertise étrangère. Extérieure. Et je prends par exemple l'installation de la centrale 30 MW. Je vous ai dit qu'il fallait le finaliser. C'était en cours quand il y avait les événements. Il y avait les partenaires techniques sur le terrain. Après les événements, ils nous ont quittés. Mais grâce à quelques espaciers qui étaient restés et appuyés par nos techniciens, ils ont étrangers, c'est ça? Donc, voilà. Et quand on prend la centrale de 20 MW de Sa Majesté, le roi, c'est les techniciens marocains. Et appuyés toujours aussi par nos techniciens qui ont pu faire les installations. Donc, il y a lieu quand même de réformer. Et mon département ministériel est en contact avec des partenaires locaux, c'est-à-dire les UIT, les universités, l'EMIC, et même des partenaires internationaux pour élaborer des curricula de formation pointus dans différents segments du secteur. Et cela permettra d'établir un programme de formation pour s'adapter aux nouvelles orientations politiques. Madame la ministre, dans le cadre de notre confédération AES, quelles mesures et quels projets communs envisagez-vous pour parvenir à une véritable politique énergétique commune dans notre espace? Au niveau de l'AES, il s'est tenu tout récemment des rencontres au niveau à Bamako, tout récemment en janvier 2025. Et il a été convenu que chaque pays puisse trouver les moyens financiers de réaliser ces projets structurants pour le bénéfice de la population de l'AES. Et nous avons retenu le projet de Salkadamna de 600 MW. Nous avons également le projet de 120 MW, turbine à gaz 120, et tous les projets que je lui ai cités, que je ne reviendrai pas, sur la production électrique. Et sur les lignes de transport, au niveau de l'AES, nous avons le projet WAP, qui permet de relier le Niger au Burkina Faso. Donc, il y a la connexion entre le Niger et le Mali qu'il fallait faire. Et ça, c'est un nouveau projet qui est venu et connecter Niamey à Gao. Donc, voilà un peu les projets qu'on a ensemble, la production et le transport. D'accord.
Comment mettre en place un cadre approprié des mesures et d'appropriation de la performance de vos actions à la tête de ce ministère? Ce cadre existe déjà au ministère. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et ce cadre s'appelle SIE Niger, Système d'information énergétique. C'est une structure, c'est au sein du ministère, c'est pas une structure. C'est une structure, en fait, qui est chargée de collecter des données socio-économiques, des données énergétiques, des données démographiques, de les traiter, de les analyser et faire des publications annuelles sur le bilan énergétique national. En gros, si vous voulez, c'est un instrument statistique qui permet de suivre la traçabilité de l'énergie, de sa production jusqu'à sa consommation. Et ça nous permet de nous orienter dans le choix politique. C'est un outil d'aide à la décision. C'est un outil d'aide à la décision, tout simplement. Donc, ce cadre existe déjà, il faudrait juste le renforcer au niveau de notre ministère. Un dernier mot avant de nous séparer, Madame la ministre. Certes, nous disposons de ressources naturelles, mais la valorisation nécessite des investissements colossaux et du temps. Oui, je parle du temps parce que parce qu'il disait les projets. Donc, les projets? Oui, mais ils sont toujours au stade des projets. Oui, mais je voudrais que vous regardiez entre mes lignes quand je parle d'investissements colossaux et du temps. D'accord. Et également un choix politique. Ce choix politique aujourd'hui, ça ne va pas souffrir d'aucune... bien sûr, c'est ça. Je voudrais assurer le peuple nigérien. Voilà. C'est ce qui a manqué par le passé, madame. Et je suis d'accord. Et je voudrais assurer le peuple nigérien que sous la conduite de son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchani, chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances, son Excellence Ali Laminzen, que les défis seront relevés pour atteindre cette souveraineté énergétique projetée. Madame, toujours par rapport aux actions, on ne vous a pas beaucoup entendu sur le mix énergétique. Là. Ça fait partie aussi de vos priorités au niveau du ministère? Oui, j'ai parlé de la valorisation des ressources renouvelables nationales pour atteindre un mix énergétique de 30% à horizon 2030. Et je vous rappelle que c'est pour ça qu'on a fait le plan de production au moindre coût, mais aussi un atlas qui est en cours. D'accord. Donc, pour évaluer le potentiel de chaque région et pouvoir le promouvoir. Donc, nous avons l'appui du chef de l'État. Et grâce à cet appui, je pense que nous pouvons relever le défi pour atteindre la souveraineté énergétique en accélérant les projets. La mise en œuvre de ces projets. Bien sûr. Pour que ça ne soit pas toujours, j'insiste, au stade toujours des projets. Voilà. Oui, afin de satisfaire le besoin d'électricité, de favoriser l'installation industrielle, mais aussi de booster le secteur tertiaire. L'économie en un mot. L'économie en un mot. Les industries, vous évoquez, les gens souffrent, hein, les opérateurs économiques souffrent de ce problème d'énergie, ça il faut le dire aussi. Sur le mot d'introduction, je vous ai dit que la concrétisation de la souveraineté nationale ne pourrait se réaliser qu'à travers la fourniture de l'énergie de toutes les composantes vitales de notre nation. D'accord. Et je pense que nous avons cet appui. On l'a entendu. Et je ne terminerai pas mes propos sans remercier les personnels du ministère de l'Énergie et aussi les structures sous tutelle qui sont engagées et qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de la lettre de mission. Je profite également pour présenter mes meilleurs vœux à la population nigérienne et leur demander encore beaucoup plus de résilience, beaucoup plus de patience. Nous travaillons. Et je pense que c'est le moment où l'énergie doit s'affirmer. Et là aussi, il faut faire un effort qu'il y ait moins de coupures. Parce que les populations doivent être résilientes, il faut moins de coupures. Oui, je pense que vous avez constaté quand même quelques améliorations. On est d'accord. Donc voilà. D'accord. Merci vraiment, madame, pour cet entretien. On a vu vraiment les initiatives que vous avez à la tête de ce ministère. Si on arrive à mettre ça en pratique, je pense que le problème d'énergie sera loin derrière nous dans quelques mois ou quelques années. Voilà.
Vraiment, merci. Merci pour ce que vous faites à la tête Merci du à vous. ministère. Et je pense que pour le bilan de l'an 2, je vous donnerai les résultats de ces projets, Inch'Allah. Vous êtes déjà prêt pour le bilan? Inch'Allah. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir.